Donc j'invite Olivier Gabet, Constance Jam et Sophie Julliard à me rejoindre. Alors, je vais peut-être me mettre, je vais me déplacer. Quoique, si je voulais mettre quand même des images. Aucune importance. Parce que j'ai une image pour chacun. Alors, je suis très heureuse de poursuivre cette journée par une table ronde, avec trois nouveaux intervenants. En premier lieu, donc Olivier Gabet qui est directeur, que beaucoup connaissent bien évidemment ici, directeur du département des objets d'art du musée du Louvre, donc depuis 2022. Vous avez été également en 2013 directeur du musée des arts décoratifs, directeur adjoint en 2019. Vous avez de multiples missions, notamment pour le Louvre Abu Dhabi. Cher Olivier, donc, vous êtes aujourd'hui le seul représentant du musée du Louvre, dont il a été beaucoup question. C'est vrai que le musée du Louvre n'a jusqu'alors jamais communiqué sur ce sujet. Il y a une très belle exposition photographique en 2019, le Louvre en guerre, regard photographique, où il y avait des photographies du séquestre justement de l'ERR. Voilà, tout simplement, que vous inspire en tous les cas, voilà, quelle connaissance. Voilà, j'avais mis, je crois que vous souhaitiez évoquer la tabatière, ou non, pas forcément. En tous les cas, voilà, quelle réflexion vous inspire ce sujet, mais si voilà, après, ce sera vraiment l'occasion de parler. Et est-ce pour vous un non-sujet, finalement, des œuvres qui ont été restituées? Est-ce que c'est vraiment un sujet, au fond? Est-ce que d'essayer de comprendre justement les positionnements de chacun, est-ce pertinent, ou voilà, j'aimerais recueillir votre avis. Ça fait beaucoup de questions. Oui. D'abord, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Et je ne parle pas forcément au nom du Louvre. On est aussi conservateur du patrimoine, on a une expérience professionnelle. Je fais partie des rares conservateurs aujourd'hui de musées qui ont écrit un livre sur un grand marchand, Élie Fabius, dont la galerie a été réalisée en 1941, avec des ventes qui n'étaient pas des ventes du domaine, parce qu'à l'époque, des ventes décidées par les commissaires gérants, mais voilà, qui s'apparentent un peu à cette histoire. Je pense aussi être le seul conservateur qui, qualité, est allé un jour devant la CIVS parler de cette spoliation et de sa éternisation au nom de la famille Fabius. Donc c'est peut-être aussi parce que j'ai un profil, un parcours particulier. J'ai pas pu assister à la journée ce matin, mais tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, et je trouve très inspirant et très intéressant, ça ouvre plein de questions. D'abord, la question, je trouve, qui s'impose un peu à nous tous aujourd'hui dans le monde des musées, parce que ça interroge tout le marché de l'art, toutes les collections particulières, mais parlons de ce que nous connaissons, c'est-à-dire les musées. Je pense que ça nous impose une forme de clarté et de simplicité. Quand, il y a quelques mois, Viviane, Céline Paul ont découvert cet historique particulier sur la tabatière Choiseul, qui a été acquise maintenant il y a 3 ans par le Louvre, il y avait on a eu une sorte de conversation un peu gênée. Ah, mais tu sais, voilà, il y a ça, il y a ça, et pourquoi aller contre le fait historique, le document d'archives, la référence? Par contre, ce que je trouve être toujours intéressant, c'est de te remettre tout en perspective. Parce que pour le coup, la tabatière est à Montauban, elle fait partie de ce séquestre, elle est visiblement acquise par le Louvre ou par les musées nationaux pour le Louvre et les départements des objets d'art, elle n'est pas sur nos inventaires pour ces années-là, elle est restituée, elle nous est proposée, elle est classée trésor d'intérêt, œuvre d'intérêt patrimonial majeur, et dans les documents qui sont donnés par la famille, en l'occurrence la branche de Robert de Rothschild, donc les descendants d'Élie de Rothschild, aucune mention de cet élément.
ni dans les documents qu'ils nous ont proposés, ni dans les documents qui nous ont été livrés par les intermédiaires. Je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que toutes ces histoires ont été métabolisées, absorbées. Vous le releviez plein de questions sur... Moi, j'ai pas du tout envie de juger l'histoire. C'est vrai qu'on est toujours frappé par l'héroïsme et le côté épique de toutes ces narrations. Depuis Robert Paxton, on sait que tout ça est aussi... Voilà, c'est une sorte de grande création, très pratique, très commode, et que la réalité est beaucoup plus nuancée et contrastée. Et je pense que ce qui est valable pour l'ensemble de la France est aussi valable pour le monde des musées et des conservateurs. C'est presque une banalité de le dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose de ce qui a été dit, et ce qui est important, je trouve, pour les musées, et ça rejoint l'historique qu'on avait un peu oublié, la tabatière Choiseul, c'est ce qui se passe dans l'immédiate après-guerre. Parce que vous avez cité Huyghe qui dit « Oui, je vais voir Robert de Rothschild à Lausanne ». Grosso modo, Robert de Rothschild, dont vous soulevez le fait que c'est bizarre que ses œuvres soient présentées là, comme c'est bizarre que les œuvres de Maurice de Rothschild se retrouvent quelque part dans le sud de la France. Maurice de Rothschild, il a été député des Hautes-Pyrénées. Alors peut-être qu'à un moment donné, des liens, des vieilles amitiés, dans ces moments de panique, voilà, on a toujours des gens de confiance. Moi, j'avais retrouvé dans les historiques, dans les archives d'Elie Fabius, qui sont maintenant déposées à l'INHA, le fait qu'il y avait des clients qui étaient devenus des amis très proches. Et en 1940, on leur confie le grand Georges de la Tour, qui est aujourd'hui à Washington, etc., etc. La panique, c'est aussi, il y a quand même des liens d'amitié. Alors évidemment, on n'est pas toujours très renseigné, parce que c'est pas toujours des documents qu'on avait envie de garder de façon très manifeste et très matérielle à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est intéressant dans le cas de Robert de Rothschild, si je peux me permettre, il meurt en 1946. Donc c'est pas lui qui fait les dons au Louvre, c'est ses enfants en 1947, à la mémoire de leurs parents qui décèdent de façon très rapprochée. Robert de Rothschild avait dû fuir aux États-Unis. Je tiens à dire, et ça peut-être explique pourquoi aussi... dans cette sorte de précipitation, il s'enfuit avec son épouse et ses filles aux États-Unis, à New York. Ses deux fils, eux, sont en captivité à la forteresse de Colditz. Ils ont été faits prisonniers de guerre. Ce sont des otages très particuliers, c'est très étonnant. Ils seront libérés en 1945. C'est quand même, je crois... un cas assez rare d'un nom, vous l'avez bien montré, qui est quand même assez incontournable dans l'histoire de l'art et dans l'histoire politique française. Et Élie et Alain de Rothschild sont retenus à Colditz pendant toute la guerre et seront libérés et n'ont jamais... Enfin voilà, même Élie de Rothschild le racontait souvent, voilà, j'ai eu une vie de prisonnier de guerre presque plus douce d'ailleurs que ce qui se passait dans d'autres lieux, et lui-même l'admettra. Or, pour qui l'a connu, moi j'ai eu cette chance, c'était pas quelqu'un de très facile. Donc en 1947, il fait un certain nombre de dons, puis plus tard au musée français. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire jusqu'où va l'oubli ou la volonté d'oublier des épisodes extrêmement violents, où va aussi le pardon, où va aussi finalement un certain sens de la nation, qui est quelque chose qui, on le sait bien, anime toutes ces grandes familles juives du Second Empire jusqu'à 1940 et encore aujourd'hui. Il y a un autre point sur la photo que vous montrez qui vous interroge beaucoup, et vous avez raison, c'est vrai qu'on est un peu gêné de voir cette photo devant l'Institut Calvin. C'est vrai que tous ces gens sont un peu éparpillés, hein, et je pense aussi que c'est très important pour les chercheurs aujourd'hui de se mettre dans des perspectives exactes. Le monde des conservateurs de musées en 1940 n'est pas celui des mondes des conservateurs aujourd'hui. Pardon de le dire, les concours sont un petit peu différents et la plupart de tous ces gens que vous montrez viennent de milieux ultra privilégiés. À l'époque, on ne fait pas de l'histoire de l'art quand on doit travailler. Hein. On fait de l'histoire de l'art parce que vos parents sont des rentiers ou sont des gens qui ont un certain moyen, que vous avez pu voyager. Il n'y a pas beaucoup de livres d'histoire de l'art, il n'y a pas Google. Donc quand on veut avoir une connaissance d'histoire de l'art, on doit avoir les moyens d'aller voyager en Europe et ailleurs pour pouvoir... Donc c'est un monde, c'est le monde d'avant, aurait dit Stefan Zweig. C'est quelque chose qui n'existe plus vraiment et je pense que c'est important de le rappeler. Et vous dites, il manque une personne sur cette photographie, Jacques Jaujard, il en manque une deuxième personne, qui à mon avis a sans doute dans tout ça, à vous écouter les unes et les autres, je me dis, mais quand même ce personnage, c'est celui qu'on aimerait entendre parler, dont on aurait aimé lire quelque chose, c'est Karl Dreyfus. Karl Dreyfus est le fils de grand collectionneur, il a grandi vraiment dans ce milieu extrêmement érudit et privilégié de ce que j'appelle l'aristocratie juive, et puis il a passé le concours des musées, et en 1940, alors qu'il a organisé avec tous ces gens le déménagement de toutes les collections en dehors de Paris, je suis pas très corporatiste de nature, il faut quand même relever le fait que c'est impressionnant. On vit, ma directrice du musée de France, dans un monde très dangereux, on ne sait jamais ce qui peut se passer après-demain. Est-ce que nous serons aussi bien organisés que tous ces gens? Alors les collections ont triplé, quadruplé, quintuplé, il y a beaucoup plus d'objets, mais enfin, quand même,
Dans ce que dit Huyghe ou Bazin, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose qui a plus ou moins, et on peut compter sur la résilience et une sorte d'impéritie d'une certaine fonction publique pour résister à renvoyer tel objet, il y a toujours une bonne raison, etc. Moi-même, ça m'est arrivé de le faire. Donc, celui qui manque, c'est Karl Dreyfus. En 1940, puisqu'il est juif, il doit quitter la fonction publique, donc c'est quelqu'un qui est parfaitement vraiment dans la problématique, oserais-je dire, alors qu'il a en partie supervisé le transfert des collections du Louvre vers le château de Valençay. Il est conservateur en chef des objets d'art. Il n'est pas sur la photo, il est remplacé par Fontaine, qui n'est pas quelqu'un de foncièrement sympathique. Enfin, moi, j'ai la photo de tous ces gens quand je rentre dans mon bureau. C'est pas le plus sympathique. Le plus sympathique, c'est Karl Dreyfus qui respire cette espèce de bonhomie, de grande intelligence, de générosité. Je vous rappelle qu'en 1952, ce même Karl Dreyfus va léguer aux musées nationaux des dizaines d'œuvres très importantes qui sont soit au Louvre, soit au musée d'Orsay, soit même au Centre Pompidou. Donc c'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui avait du goût pour l'art de son temps et qui va continuer cette histoire avec les musées nationaux, ce qui n'est pas inintéressant. Et en 1940, finalement, une fois qu'il quitte son poste, il rentre plus ou moins en clandestinité. On sait peu de choses sur sa période de guerre. En tout cas, ce qui est souvent dit, et ce qui reste aussi presque de mémoire familiale, c'est qu'il est plus ou moins caché dans cette clandestinité par un certain nombre de personnes qui sont sur cette photographie. Et les objets Rothschild dont vous parlez dans le séquestre, il y a bien un qui les connaît, c'est lui. Il est connu parce que ce sont des cousins, en tout cas des gens très proches de sa famille, il y a des relations de parentèle qui sont très fortes. Et je me pose la question à vous écouter, parce que ça a été absolument passionnant, quand ils sont rentrés les uns et les autres dans les dépôts dont ils ont eu la charge, lequel d'entre eux a parlé avec Karl Dreyfus et lequel d'entre eux a partagé ça avec Karl Dreyfus. Connaissant Karl Dreyfus, qui était un vrai humaniste, qui venait d'une grande famille républicaine, ça accrédite peut-être le fait que dans tout ça, il y avait peut-être aussi quelquefois une volonté de sauvegarde. Je pense qu'on sait aussi que le grand enjeu dans ce moment-là, c'est d'éviter de perdre le contrôle, en tout cas la visibilité des œuvres qui sont à la charge des musées. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ajoute, j'apprécie justement que la photo vous interpelle tout autant. Il y a la question des regards aussi que je n'ai pas évoquée, mais c'est vrai que tous ne regardent pas l'objectif. Alors certains, c'est peut-être une question de temporalité par rapport au moment où le photographe a pris son cliché, mais je trouvais, même si c'est ultra subjectif de dire cela. Merci beaucoup pour, en tous les cas, c'est vrai, Karl Dreyfus, si vous avez justement des archives justement où vous aimeriez, écoutez, nous aussi, c'est vrai que ça compléterait un petit peu justement ces propos. On va donner la parole cette fois-ci à Constance Jam, qui est à votre gauche, docteur en histoire de l'art de l'université d'Heidelberg. Constance est spécialiste des arts de l'islam et des recherches de provenance. Ses travaux portent sur la translocation et la muséalisation des biens culturels, en particulier dans le contexte des spoliations entre 1933 et 1945. Elle est chercheuse de provenance indépendante et travaille actuellement pour les musées de Strasbourg. Ses recherches ont récemment été publiées dans la revue Transfert. Alors, Sophie, pardon, Constance, pardonnez-moi, je confonds avec mes notes. La découverte, on a vu ce matin avec l'exposé de Viviane, la découverte d'œuvres appartenant à Henri de Rothschild. T'étonne-t-elle au vu de ce que tu as pu découvrir à Strasbourg? Et ensuite, je poserai une autre question. Mais en tout cas, tu as une expérience finalement assez similaire à celle de Viviane, et il est intéressant de t'écouter. Merci. Je dois dire que ces recherches, on les a menées à deux. Donc il y a Barbara Gatineau des musées de Strasbourg qui est également présente dans la salle. En 2024, j'effectuais déjà une mission subventionnée par la M2RS pour les musées de Strasbourg. Et en travaillant sur les inventaires, on s'est intéressé aux œuvres qui ont été inventoriées rétroactivement et dont le mode d'entrée, la date d'acquisition était inconnue. Et on s'est intéressé à ces œuvres également parce que certaines d'entre elles, dans les inventaires, il était décrit que sur le revers, il y avait une marque dont vous pouvez voir un exemple ici en haut à gauche, donc Treu, T-R-E-U. Et en fait, ça va compléter peut-être ce
que je vais dire après. Ça renvoie à une administration fiduciaire qui a été mise en place lors de l'annexion de l'Alsace par le Gauleiter Robert Wagner, qui est le Treuhänder, qui va gérer en fait les biens qui vont être saisis et séquestrés à la fois chez les personnes de confession juive, mais également une des grandes particularités de l'Alsace, c'est aussi que beaucoup de biens vont être saisis chez des Alsaciens du fait soit de qu'ils soient communistes ou que certaines élites aussi ont fui l'Alsace. Et donc, on a commencé à réaliser qu'en fait, dans les collections des musées Strasbourg se trouvaient encore des œuvres issues de ces séquestres. Donc, c'était connu que les musées de Strasbourg, durant l'annexion de l'Alsace, ont acquis des œuvres dans les séquestres. Mais des chercheurs comme Jean-Marc Dreyfus ou Tessa Friedrich Rosbrock avaient identifié que pendant cette période-là, les musées ont acquis des œuvres dans les séquestres. Mais l'idée reçue était qu'en fait, après-guerre, le directeur des musées, Hans Hogg, avait tout restitué. Et on trouve, notamment dans les archives de l'OBIP à Strasbourg, les demandes de restitution, comme celle du baron Albert de Dietrich, qui est un des gros collectionneurs dont la collection a été séquestrée. Donc ces demandes de restitution. Mais nous, on a découvert, et c'est un travail qu'on est encore en train de faire actuellement, on a identifié à peu près une 50aine d'œuvres, que ce soit des peintures, mais également des objets d'art ou des sculptures, des estampes, des dessins, qui sont issus de ces séquestres, dont certains ont été demandés en restitution après-guerre et qui n'avaient pas été retrouvés par les musées. Et donc ça a été, oui, une découverte, de même que ce que Viviane Meski a découvert au Mobilier National. Pardon. Je sais pas, tu veux poursuivre justement sur ces découvertes-là, ou bien finalement essayer justement d'établir des parallèles, notamment entre finalement les mécanismes mis en place par cette administration des domaines, donc à la fois en zone libre, mais aussi en zone occupée, et l'administration mise en place dans l'Alsace annexée. Est-ce que, selon toi, finalement, ce sont deux choses assez similaires, ou bien il y a des divergences entre ces deux services? Je vous écoutais tous ce matin, et c'est vrai qu'il y a des similitudes. Donc en fait, lorsque le Robert Wagner est nommé Gauleiter du Gau de Bade-Elsace, lorsque l'Alsace est annexée, très rapidement, en fait, même par rapport au reste du Troisième Reich, il y a une ordonnance qui est mise en place le 13 juillet 1940, qui va forcer les Juifs à être expulsés d'Alsace, ceux qui n'étaient pas déjà partis, et également cette ordonnance spécifie que les biens des Juifs vont être saisis. Et à côté de cela, il y a une administration spécifique qui est mise en place, donc le Treuhänder, qui en fait existait déjà durant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas une administration nouvelle. Cette administration, elle va également saisir non pas uniquement les biens des Juifs, mais les biens dits des ennemis du peuple et du Reich, qui concernent également les Alsaciens de manière plus générale, et les Alsaciens qui avaient la nationalité française. Et cette administration, en fait, très rapidement, Robert Wagner va désigner Kurt Martin, qui en fait était le directeur des musées de la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, qui va être nommé pour diriger en fait les musées du Haut-Rhin, dont Strasbourg. Et il va être également chargé en fait d'évaluer les biens qui sont saisis dans les séquestres pour évaluer si des œuvres, des biens ne devraient pas rejoindre les collections strasbourgeoises. Donc il y a vraiment une volonté en fait, administrative du Gauleiter d'enrichir les collections de Strasbourg. En fait, ça rejoint un peu la volonté après l'annexion de l'Alsace, de
présenter Strasbourg comme une capitale culturelle, un peu à l'image de ce qui s'est passé en 1870, lorsque Wilhelm von Bode, le directeur des musées de Berlin, avait été appelé pour aider aux acquisitions des musées de Strasbourg. Donc il y a toujours cette volonté, parce que l'Alsace a été récupérée, de faire de Strasbourg une nouvelle capitale culturelle. Et donc là, vraiment, il y a une volonté administrative d'acquérir ces œuvres, et des œuvres qui appartiennent au patrimoine alsacien. Mais quand on regarde la figure de Kurt Martin, également, ces œuvres, en fait, elles n'ont jamais été inventoriées durant la direction de Kurt Martin. Elles sont inventoriées très tardivement. Les plus récentes que j'ai pu identifier avec Barbara, ce sont des œuvres qui ont été inventoriées en 1974. Or, Hans Hogg, qui était très proche de Kurt Martin, ils ont beaucoup échangé durant la période de l'annexion de l'Alsace. Hogg a conseillé Kurt Martin pour les achats sur le marché de l'art parisien, notamment. Il meurt en 1965 dans un accident, et pour moi, il y a vraiment... il a une perte de mémoire, en fait, de d'où viennent ces œuvres, qui fait que ces œuvres ont été inventoriées, en fait, rétroactivement, qu'il n'y avait pas forcément une volonté... il y a eu achat dans les séquestres, mais pas. Il y avait deux vitesses, en fait, la vitesse administrative du Gauleiter et peut-être une seconde vitesse de Kurt Martin, sachant que aussi les œuvres, comme je le disais, elles ont été marquées, donc soit marquées de ce Treuhänder qui, en fait, était également un lieu où les œuvres étaient rassemblées pour être vendues. Il y avait 2 à 3 fois par semaine des ventes publiques, hors des œuvres qui avaient été saisies dans les séquestres par les musées. Mais il y a également certaines œuvres comme celle du baron Albert de Dietrich ou de l'avocat Jean-René Stiegelmann, qui au revers, elles ont été marquées des initiales en fait, des propriétaires, ce qui me fait dire qu'il y a une volonté quand même de laisser une identification de ces collections par soit Kurt Martin ou du personnel du musée strasbourgeois qui était encore en place. Merci beaucoup Constance. Je me tourne maintenant vers Sophie. Alors Sophie Julliard est docteure en histoire, autrice d'une thèse intitulée « Artistes dépossédés, artistes oubliés ». C'est un très beau titre. Des ateliers d'artistes pillés pendant l'occupation, soutenus en décembre 2014. Tu es chercheuse... 2024, pardon. Tu es chercheuse associée au LARA, l'Université de Lyon 2. Oui, j'ai d'une erreur. Non. Ah là, de 2024, je me suis rattrapée. Chercheuse associée au LARA, à l'Université Lumière Lyon 2 CNRS, et tu es chargée de recherche de provenance indépendante, entre autres, pour la M2RS. Et voilà, tu as un exemple vraiment aussi très inspirant dont voilà, tu vas nous parler. Notamment, voilà, peut-être tu vas nous parler d'un artiste. Alors, on a justement voilà, cette vue-là, d'un artiste qui s'appelle Naum Aronson. Alors avant peut-être justement de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur l'artiste que sans doute peu de collègues et de connaissent ici. On t'écoute. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Pour cette introduction et donc cette invitation aujourd'hui à communiquer, j'en suis ravie. Naum Aronson, en fait, est un artiste originaire donc de la Lettonie actuelle. Il est né donc en 1872 à Kraslavka, donc dans la Lettonie actuelle. Il arrive à Paris, à peu près, on situe son arrivée à Paris à nos années 1891-1892. En fait, c'est un artiste qui est effectivement complètement oublié, qui a complètement disparu de l'histoire de l'art du XXe siècle. Et pourtant, c'est l'un des statuaires les plus importants du Paris de l'entre-deux-guerres. Donc, en fait, il arrive à Paris, il s'installe, il expose dès 1897 de mémoire à la Société nationale des beaux-arts. Il est nommé sociétaire de la Société nationale des beaux-arts en 1906.
Il s'installe en 1910 dans son atelier, enfin dans l'un de ses ateliers du 93, donc rue de Vaugirard. Et en fait, il expose notamment donc en 1926 à la galerie de Cours qui se trouve donc rue François 1er. Il expose, il présente 75 sculptures, des pastels également et des dessins parmi lesquels se trouve une série qu'il consacre, enfin des portraits d'Isadora Duncan. Voilà, donc c'est un artiste qui effectivement est connu, reconnu. Il était encouragé, influencé et encouragé par Rodin, qui proclamait que c'était le plus grand, pour reprendre les propos de Rodin le concernant. Et il est en fait surtout connu dans l'entre-deux-guerres pour des bustes. Il a réalisé énormément donc, de bustes d'hommes célèbres, de Berlioz, de Pasteur, de Beethoven. Il y a donc une sculpture de Nam Aronson qui est toujours aujourd'hui dans les jardins donc, de la ville native de Beethoven à Bonn. Il a réalisé également en 1925 une fontaine, l'offrande, qui est toujours, a priori, qui se trouve aujourd'hui au jardin de Ruy, que je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir, mais qui effectivement avait été commandé, acheté par l'État. Donc en fait, c'est vraiment un artiste connu et reconnu. Et que se passe-t-il alors au moment de la guerre? Alors en fait, il se passe, ça rejoint les discussions de ce matin. Donc en fait, il est naturalisé français en 1924. Il est chevalier de la Légion d'honneur, donc nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1924 également. Et il est dénaturalisé en 1942, à l'été 1942. Donc dénaturalisé. Il a fui Paris, donc dès l'arrivée des Allemands. Alors si je peux me permettre, je lirai volontiers un court extrait d'un texte qui lui a été consacré, qui a été écrit par un sculpteur yougoslave qui s'appelle Bogomir Dalma et qui en fait, au moment du décès de l'artiste en décembre 1943, fait paraître un article donc, concernant Nam Aronson. Et il évoque notamment donc, le départ de Nam Aronson de Paris en 1940. Donc, je vous cite simplement quelques phrases. Il disait Paris avec une ferveur amoureuse car il l'aimait, à tel point que lorsque le gouvernement soviétique lui offrit de se rendre à Moscou pour diriger l'école des beaux-arts, Aronson se récusa avec franchise et humilité en disant simplement « Je ne peux pas vivre en dehors de Paris ». Le taxi roulait doucement, Paris resplendissait, place de la Concorde. Aronson regarda le musée du jeu de paume qui est réservé aux écoles étrangères et où il avait eu ses œuvres avant de se faire naturaliser français. Elles sont maintenant au musée du Luxembourg et au Louvre. Je ne sais pas s'il y a des sculptures de Nam Aronson au Louvre, je n'en suis pas sûre. Comme c'est beau, c'est la plus belle place du monde, murmure le maître. Les chevaux de Marly gardaient l'avenue des Champs-Élysées. Les arbres étaient dans toute leur splendeur estivale. Une douceur infinie flottait dans l'air tiède. Jeudi, maître, est-ce possible? Les Allemands aux Champs-Élysées défilent de leurs padois au son de leurs fifres. Notre Paris souillé par les barbares modernes, portant leurs règles rapaces et leur emblème maudit. Oui, c'est affreux d'y songer, me répondit Aronson. Donc ça, c'était juste en fait visiblement avant le départ d'Aronson de Paris à l'été 1940. Donc il part entre le 10 mai et le 30 juin 1940. Il est déchu de sa nationalité française. On sait qu'il aurait confié une partie de ses œuvres, je n'ai pas trouvé trace des œuvres en question, mais qu'il aurait laissé des œuvres donc chez des amis. Et en fait, après, c'est une succession d'opérations de pillage, parce qu'en fait, Nam Aronson est un cas intéressant, si j'ose dire, de l'illustration donc de la multitude des pillages qui ont été opérés pendant l'occupation. Pour commencer, donc, en fait, il confie à la garde des musées nationaux 2 caisses des sculptures qu'il estime, j'imagine, les plus importantes, qui sont donc confiées à la charge des musées nationaux, qui sont déplacées donc, au château de Brissac, qui sont donc confiées au château de Brissac. Malheureusement, en 1941, l'ERR élargit son champ d'action et saisit effectivement les 2 caisses en question qui sont donc transférées au musée du jeu de paume et qui sont inventoriées en 1943. Et sur ces, en fait, 8 sculptures, 6 seront quand même restituées à la veuve de l'artiste donc en 1947. Ensuite, on a donc une autre forme de pillage qui vient donc s'ajouter. En fait, le commissariat général de questions juives mène une enquête. Ils ont un gros problème avec Nam Aronson, si j'ose dire, c'est qu'ils n'arrivent pas à déterminer précisément s'il est juif, il est franc-maçon,
Mais bon, voilà, il y a une enquête effectivement qui les occupe assez longuement pour déterminer si effectivement ces biens doivent être arianisés, ces biens mobiliers et immobiliers. Donc en fait, il s'occupe de mener une enquête. Nam Aronson a 2 ateliers, donc rue de Vaugirard, rue Antoine Bourdelle, et il a également, depuis 1937, parce que rue de Vaugirard, il était locataire, depuis 1937, il est propriétaire donc, d'un atelier qui se trouve 29 rue d'Aubigny. Donc en fait, au fur et à mesure que l'enquête avance, le commissariat général de questions juives va s'occuper plutôt de la partie immobilière. Et la partie immobilière va ensuite, puisqu'il est déchu de sa nationalité, transiter au domaine. Et donc, je continue. Oui, continue. J'allais y venir finalement. Voilà, à quel moment interviennent les musées nationaux dans cette affaire? Voilà, donc en fait, en 1943-44, début 44, février 44, les domaines se prennent le relais, si j'ose dire. En fait, les domaines demandent à Jacques Jaujard donc, de s'inquiéter de savoir ce qu'il se trouve en fait dans l'atelier de Nam Aronson, de la rue de Vaugirard notamment et de la rue Antoine Bourdelle. Donc en fait, Jacques Jaujard désigne Robert Ray, Bernard Dorival, Germain Bazin et Georges, j'ai un trou de mémoire, Henri Rivière, Georges-Henri Rivière, exactement, pour se rendre sur les lieux. Donc, ils y vont tous les 4. Et il ressort en fait de cette visite de l'atelier que finalement, mis à part quelques cadres anciens qui pourraient éventuellement intéresser les musées nationaux, absolument aucune œuvre restée sur place dans l'atelier ne les intéresse. Alors même qu'il y a l'une des œuvres importantes de Nam Aronson qui s'y trouve encore, puisqu'il y a donc une sculpture, le Désespoir, qui se trouve toujours là et qui avait été exposée en 1926 à la Galerie de Cours. Donc ce sont des œuvres laissées pour compte par les musées nationaux. À l'appui justement de cet exemple, quelle lecture fais-tu justement de cette sauvegarde justement des musées nationaux, le fait de ne pas tout sauvegarder, qu'est-ce que cela t'inspire? Alors en fait, les musées nationaux n'ont rien sauvegardé. Oui, j'ai bien compris. Absolument rien. En fait, les œuvres, donc Jacques Jaujard fait un rapport donc au domaine en expliquant que donc en 2 mots, ça se résume en 2 mots écrits en rouge, aucun intérêt. Donc nous ne préempterons pas. Et donc en fait, dans la suite logique, il est décidé de mettre en vente le fonds d'atelier. Donc une vente est organisée et ce qui, moi, me frappe, c'est la vitesse avec laquelle toutes ces actions ont été menées, parce qu'en fait, en février, les rapports sont faits par donc, les musées nationaux, et en mai, le fonds d'atelier est vendu donc, par un commissaire-priseur, Champetier de Ribes. Donc effectivement, en quelques mois, le fonds d'atelier disparaît. Il disparaît. Il est vendu, donc il est dispersé. Donc ça rejoint aussi ce qui a été souligné ce matin, c'est que finalement la dispersion participe de la disparition. Et donc en fait, du fonds d'atelier de Nam Aronson tel qu'il l'avait laissé au moment où il est parti, il n'en reste rien à la fin de la guerre. Et ce qui est assez étonnant, ça peut a posteriori, ne pas faire sourire, mais en tout cas, l'ironie de l'histoire veut que quand la veuve de l'artiste récupère en 1947, donc sur les 8 sculptures qui se trouvaient à Brissac et ensuite qui ont été inventoriées au musée du Jeu de Paume, elle en récupère 6. Mais avant de pouvoir les récupérer, elle est installée aux États-Unis et donc elle demande si les musées nationaux auraient la gentillesse de bien vouloir protéger les œuvres en attendant qu'elle puisse revenir récupérer les œuvres, s'il pouvait effectivement être clément à son égard et les conserver jusqu'à ce qu'elles reviennent. Mais j'imagine qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé par ailleurs. Olivier Gabet, vous souhaitez réagir justement au témoignage de Constance et Sophie ? Ce que je trouve intéressant par rapport à l'exemple qui est donné, c'est que finalement, c'est le paradoxe du musée ou le paradoxe des conservateurs. Il y a
on sait qu'il y a eu des séquestres dans la Première Guerre mondiale. Je pense à un des plus grands séquestres, c'est celui de Daniel Henry Kahnweiler. Pendant quelques jours, on met en vente, c'est inouï, parce que les marchands parisiens, qui n'avaient quand même pas forcément vu d'un très bon œil ce marchand d'origine allemande, arriver, leur damer le pion, réussir à presque à co-construire une certaine idée de l'art moderne, du temps, avec les plus grands artistes, Picasso, Léger, etc., séquestre obligatoire, vente à Drouot, catastrophe pour les artistes, parce que d'un coup se retrouve sur le marché de l'art quantité d'œuvres d'artistes encore relativement jeunes, donc pas très bon, hein, le second marché quand on est un artiste vivant. Je ne crois pas que les musées nationaux aient beaucoup acheté lors de ces ventes, pour tout vous dire. Donc je ne suis pas totalement surpris du sort, quelques années plus tard, finalement pas si longtemps que ça, qu'on réserve un sculpteur contemporain qui est sans doute en vue, qui reçoit des commandes dans l'espace peut-être public, qui est dans des grandes collections et dont on considère que ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est vrai que souvent, généralement, dans ces histoires de séquestre, on remarque qu'une forme de sagacité s'emploie sur tout ce qui est maîtres anciens, objets déjà finalement bien connus. Parce qu'il y a d'autres séquestres pendant la Première Guerre mondiale. Je pense à Godfrey Brauer, pour lequel un élève tout juste sorti de l'Institut national du patrimoine, Andreas Bazerga, a fait une recherche lors de son stage au département des objets d'art, où on se rend compte que ce grand marchand d'origine austro-hongroise, même punition, guerre mondiale, vous n'êtes pas du bon côté, vos biens sont séquestrés, panique, c'était quelqu'un qui avait des liens avec les musées français, tous les grands collectionneurs européens depuis très longtemps. En 1920, séquestre, Karl Dreyfus, déjà là, va voir les œuvres, dit ça serait pas mal, serait pas mal. Et puis finalement, parce qu'il y a une sorte d'intelligence collective et qu'on n'est pas dans le cadre totalement épouvantable de ce qu'est la Seconde Guerre mondiale, enfin presque, enfin bon non, enfin il n'y a pas de hiérarchie, mais une légère relativité. Finalement, le Louvre et les musées nationaux vont trouver un accord avec Godfrey Brauer qui vit toujours, pour se dire, bien voilà, vous n'avez pas de descendance, on ne va pas se mettre à racheter des œuvres, vous pouvez en garder pour certaines la jouissance sous réserve d'usufruit, on se met d'accord et voilà. Donc il y a tous les cas de figure. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, c'est quand même la complexité de toute cette période, parce que ça touche soit à des choses extrêmement précises et archivistiques, et c'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure, c'est pas un sujet parce que c'est pas un sujet de séquestre, ça doit pas être un sujet de se dire est-ce qu'il faut le dire, pas le dire, etc. C'est dans des papiers, c'est des archives, c'est avéré. Je pense qu'on est tous beaucoup plus détendus quand on se dit déjà que ce qui existe et qui est prouvable et objectif, objectivé, ce que vous voulez, déjà de ne pas passer à côté. Je pense que c'est un grand sujet, et je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être beaucoup de fantasmes sur le monde des musées, il y a beaucoup de paradoxes chez les conservateurs qui se passionnent pour les provenances historiques, mais bizarrement moins pour certaines périodes très courtes. Donc voilà, un objet a aussi sa valeur parce qu'il a une provenance et un historique. Donc c'est toujours un peu paradoxal de penser que pendant très longtemps, on s'est un peu pas très intéressé à ce qui se passait pendant des périodes un peu plus particulières. Entre ces choses donc très précises, et je pense qu'on a tous compris aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison, et je prends la discussion qu'on a eue avec Viviane et avec Céline, c'est intéressant de se dire ah merde, on ne connaissait pas ça, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout ces documents sur la tabatière Choiseul au moment de l'acquisition. Bon, on trouve l'information, elle n'enlève rien au fait que l'œuvre a été restituée à la famille, que nous avons acheté à la famille, donc il y a une forme de continuité totale dans l'action qui ne va pas au-delà du juridique. Et puis il y a tout ce qui est aussi de l'ordre de l'affect, du psychologique, de l'humain, parce qu'on parle d'art, on parle de collection. Je vous donne une anecdote, Éric de Rothschild fait partie de la commission d'acquisition du Louvre. C'est quelqu'un pour qui j'ai à la fois beaucoup de respect et beaucoup d'affection. Et il n'était pas là le jour où nous avons présenté la tabatière Choiseul. Donc il m'appelle, j'aimerais bien venir voir la tabatière Choiseul. Donc je lui la montre en réserve. Et cette tabatière, elle était achetée à son cousin, l'intérieur de Rothschild. Et il me dit, mais où est-ce que mon oncle, où est-ce que ma tante Liliane a trouvé ce truc-là? Parce que je ne vous fais pas avec son accent, mais c'est quand même formidable, cet objet. Mais vraiment, elle avait un goût incroyable. Où est-ce qu'elle l'a trouvé? Je dis, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. C'est votre oncle, Élie, qui l'a pris dans les partages entre votre père et votre tante et lui-même, qui a trouvé que c'était... Voilà. Et j'adore la remarque d'Éric de Rothschild. Vous savez, il y avait déjà tellement de Rembrandt à se partager, j'imagine que la tabatière est un peu passée à l'as. Mais c'est ça aussi l'histoire de l'art, l'histoire des œuvres, l'histoire dans les musées, comment une œuvre d'une question particulière arrive dans un musée, comment elle zigzague sur le marché de l'art. Il y a ça aussi. Et je pense que ça, c'est de ces interventions, les intentions que j'ai entendues, c'est ça qui ressort. C'est qu'il y a l'objectivité historiographique, imparable, et ça, c'est notre mission totale, en tout cas dans les musées,
de se tenir à cette ligne et d'aller jusqu'au bout. Moi, je n'y connais pas grand-chose. J'ai la chance d'avoir au département Marie-Cécile Bardos qui est présente, Anne Labourdette, les objets d'art, je pense, sous le contrôle de David, ont fait beaucoup et font beaucoup dans ces domaines, et ça, je trouve que c'est formidable, et ça restera comme ça, je l'espère. Et de l'autre côté, il y a aussi, on parle d'une matière qui est particulièrement humaine, et je pense que c'est toujours important. Je ne suis pas là pour juger Germain Bazin, etc., etc. Qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qui serait passé, etc. Mais il y a toujours cette dose humaine. C'est pour ça que je parlais de Karl Dreyfus, parce que Karl Dreyfus, il était secrétaire du syndicat des professionnels scientifiques des musées nationaux. Ils étaient 26 en 1938 et il était secrétaire de ce truc-là. Et en fait, c'était un petit club parce qu'il y avait Germain Bazin, René Huyghe. Ils avaient passé leur vie ensemble entre nous. Et donc, finalement, il est en clandestinité, sans doute caché par ses mêmes collègues qui, en octobre 1941, sont à Montauban pour faire des arbitres des élégances face à des biens qui ont été séquestrés de gens qu'il connaissait, qu'il fréquentait. Et justement, vous me disiez, vous venez d'évoquer le fait que vous ne connaissiez pas justement le séquestre qui avait été opéré sur cette tabatière. Mon idée de concevoir une base séquestre, vous en pensez? Parce qu'au fait, si on ingère finalement toutes les listes justement de mise sous séquestre par les domaines, je ne parle même pas des préemptions des musées nationaux, même si évidemment il faut les mettre puisque ça fait partie du séquestre. Mais c'est vrai que je trouve que ça faciliterait parce qu'au fond c'est toute une matière grise que l'on méconnaît aujourd'hui. Moi, je trouve ça toujours formidable. Après, je mesure le temps, les moyens humains, l'argent. Pour le faire, on sait qu'aujourd'hui on est dans des tas d'arbitrages. Je pense que ça reste quand même, quoi qu'il en soit, une priorité et on le partage assez. Et c'est quand même sur les processus d'acquisition aujourd'hui, je crois que la vertu de ces bases, c'est qu'à un moment donné, elles sont communicables à tout le monde. Et aujourd'hui, on peut s'interroger justement sur, quand on s'essaye, Objets d'art, on est un département du Louvre, mais aussi un grand département patrimonial. On remet des avis sur des acquisitions qui se font un peu partout en France dans les domaines qui sont les nôtres. On conseille nos collègues un peu partout en France sur la qualité esthétique, artistique, historique de l'œuvre. Et puis maintenant, il y a toujours cette obligation, cet impératif qui me paraît totalement indénégociable de la provenance, etc. Et on voit bien que c'est le moment toujours compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le temps. Alors, quand c'est des collègues particulièrement, je dirais, pugnaces, qui ont une vraie politique d'acquisition, je prends mon téléphone et je dis à Marie-Cécile, tu pourrais regarder gentiment si faire 2-3 vérifications pour qu'on mette ça dans la corbeille de la mariée et qu'on remplisse notre mission de grand département qui pourrait donner des conseils esthétiques toute la journée, mais qui doit quand même aussi un peu accompagner des musées qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à ça. Je trouve que tout ce qui est base, c'est quand même un élément aussi, alors je mesure le travail que ça représente, mais c'est un élément éminemment démocratique, parce que c'est accessible à tout le monde, et je pense que ça, c'est un point très important. Après, je mesure aussi le fait que, quand on voit le mouvement, le phénomène de tout ce que ça représente dans toutes les autres catégories qu'on n'évoque pas ici, parce que c'est spécialement la question du séquestre, mais c'est vrai que dans le cas de la tabatière Choiseul, c'était quand même très passionnant d'avoir l'appui de Viviane et de Céline, parce que finalement, je suis allé vérifier dans le livre d'inventaire du département des objets d'art, il n'y a pas un numéro qui est rayé à un moment donné avec donné à la tabatière Choiseul. Et c'est à peu près normal par ailleurs, parce que, on n'est pas dans un état totalement ordinaire de la vie des musées pendant cette période. D'ailleurs, ce qui est toujours un peu gênant même dans tout ce que vous avez explicité sur ces choix, ces préemptions dans les séquestres, ce n'est pas des préemptions qui regagnent tout de suite les cimaises du Louvre ou des musées français. C'est des préemptions qui restent presque conceptuelles, abstraites, c'est-à-dire il y a ce côté enrichissement des collections. En 1941, c'est quand même un concept d'enrichir les collections, alors que tous les musées sont vides et que tout est en caisse et que les musées en tant que tels n'existent plus vraiment. Donc ça, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire dans les gens qui l'ont fait? Est-ce que ça voulait dire qu'un jour ils s'imaginaient que ces musées sortiraient de leur caisse et reviendraient en place? Et donc est-ce que c'est des gens qui croyaient peut-être qu'il y aurait une fin heureuse à tout ça? Voilà, ça c'est après le bureau le fameux bureau de Marie-Antoinette est resté à Montauban. Il n'est jamais remonté jusqu'à Versailles et pour autant il a été inscrit sur nos inventaires. Donc c'est vrai qu'il y a quand même
Voilà, il y a plein de cas. Je sais qu'au département des sculptures, il y a dû y avoir des œuvres inscrites, puisqu'il y a une lettre de Marcel Aubert disant que justement, il y avait une des œuvres, je ne sais plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, qui a été restaurée. Il dit, mais enfin, on l'a restaurée, elle est inscrite sur nos inventaires. Donc je pense qu'il y a vraiment un cas par cas aussi, sans doute, en fonction des départements. Je me tourne, voilà, même si on va devoir bientôt faire une pause. Constance, est-ce qu'il y a encore du travail à Strasbourg? On imagine que oui. La mission n'est pas terminée. Non, c'est un peu la partie de l'iceberg, je dois dire. Du coup, on travaille avec Barbara, on recommence juste à travailler pour essayer d'établir une liste exhaustive en fait, de ces biens qui ont été achetés dans les séquestres et qui pourraient être encore présents dans les musées de Strasbourg. Donc il y a Strasbourg, il y a l'Alsace aussi de manière plus générale, parce qu'il y a d'autres musées qui ont acquis dans les séquestres, notamment à Mulhouse. Et la complexité aussi, c'est que lors de nos recherches, donc il y a certaines œuvres qu'on a identifiées comme issues de séquestres, puis en croisant les archives allemandes avec la liste des séquestres établis par les Allemands, puis les archives du côté français à Strasbourg, des demandes de réclamation, notamment, je citais le baron Albert de Dietrich, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a certaines œuvres qui ont été restituées, données par la personne, le baron par exemple Albert de Dietrich, en guise de remerciement, c'est comme ça qu'on l'a interprété avec Barbara, mais que ça n'a jamais été en fait inscrit à l'inventaire des musées. Et donc il y a aussi tout ce travail d'abord faire la liste de toutes ces œuvres qui sont issues de séquestres et ensuite croiser les archives pour être sûr qu'il n'y a pas eu une restitution puis donation. Et l'autre problématique qu'on a, c'est que les archives de l'OBIP à Strasbourg, en 1970, les archivistes ont détruit une partie des archives pour conserver que celles des importants collectionneurs alsaciens. Et donc en fait, il y a certaines œuvres, il y a certaines listes où on sait à qui elles appartenaient parce que c'était vraiment nominatif avec que tout ça a été pris chez Jean-René Stiegelmann. Mais en fait, il y a une grosse partie aussi des séquestres qui sont anonymisées. Et donc là, c'est assez dur aussi de savoir à qui ça appartenait. Les descriptions parfois sont très très succinctes. Et il n'y a pas forcément de dimension, de nom de marque. Donc c'est un travail qui est assez compliqué et auquel on s'attelle actuellement. Donc le travail de mémoire continue. Sophie, quel espoir de retrouver des œuvres de... Alors l'espoir, il faut en garder. Toujours Regarder l'espoir, de retrouver même des documents. Non, moi, ce que je voulais quand même, si je peux me permettre, ajouter, parce que ça fait écho peut-être à ce que vient de dire Constance. Ce qui, moi, me frappe quand même, c'est que dans l'inventaire qui a été dressé par les musées nationaux quand ils se sont rendus dans l'atelier, ils n'ont absolument pas inventorié les œuvres qui s'y trouvaient. Il n'y a pas, en tout cas, les documents ne nous sont pas parvenus. S'ils ont existé, ils ont disparu. La seule chose que l'on sait aujourd'hui de l'atelier de Nam Aronson au moment où il a été vendu, c'est que j'ai retrouvé en fait la liste des adjudications, des ventes. Malheureusement, je n'ai pas accès aux archives du commissaire-priseur qui a opéré cette vente, mais en tout cas, j'ai une liste avec donc des valeurs d'adjudication. La seule chose, l'espoir aujourd'hui, j'ai fait une recherche rapide sur ArtPrice récemment. Il y a 250 œuvres de Nam Aronson qui sont passées en vente. Alors, parfois plusieurs fois, parce qu'on sait bien que la même œuvre peut repasser plusieurs fois en vente, mais voilà, du coup, il y a des œuvres qui circulent. Je n'imagine pas un instant qu'aujourd'hui, Drouot ou d'autres maisons de vente se préoccupent de savoir si les sculptures de Nam Aronson proviennent de la spoliation et de la vente du fonds d'atelier de Nam Aronson. Donc il y a à faire. Il y a à faire et c'est un artiste parmi d'autres. Merci beaucoup à tous les trois. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, on laisse le public nous poser éventuellement quelques questions. On a 5 minutes. Olivier Gabetsch.
Peut-être que peut-être ne serez-vous pas ciblé par des questions, mais y en a-t-il? Oui, Nathalie Neumann. Non, je pense qu'il y a un micro qui devrait circuler. Merci beaucoup pour cette discussion formidable. J'ai une question à Constance. Il me semble, mais c'est peut-être je me trompe, que Strasbourg et les collections alsaciennes, après la guerre, n'étaient pas sous le même régime de règles concernant la restitution, soit à envoyer des objets d'art achetés sous l'occupation, soit l'annexation, de les rendre, de les envoyer au collecting point, ni voilà, donc dans l'autre sens par rapport à un objet spolié. Voilà, ça c'est une chose. Tu peux peut-être dire ce qui en était. Et c'est pour ça il y a une longue durée avant de vraiment analyser. C'est avec la thèse de Tessa Rosebrock que ça a commencé à être réfléchi. L'autre point, j'aimerais bien reprendre, monsieur, que vous avez dit, c'est une histoire humaine aussi, du relationnel. Donc les historiens de l'art, Claire, ils ne se retrouvaient pas seulement à Montauban, mais ils avaient leur conférence internationale avant 1933. Donc ils se connaissaient tous entre eux à travers toute l'Europe pour discuter muséologie, exposition, et voilà. Et ils connaissaient toujours ceux qui étaient toujours en poste, survivants, après la guerre. Donc rebelote, on s'échange, on fait des expositions ensemble, donc il y a une certaine continuité. Et notamment sur la photo de Montauban, on pourrait aussi citer le manque de Madame Haug, qui quand même, elle, a dressé l'inventaire avant 1933, je ne me rappelle pas, mais je pense en 1929. C'est elle, donc l'épouse de Hans Haug, qui à l'époque était déjà copain de Kurt Martin, qui dressait l'inventaire pour une bonne partie de la famille Rothschild. Donc tout ce savoir, elle en a fait quoi? Et voilà. Et est-ce que vous avez eu accès? Voilà, plusieurs questions. Oui, merci Nathalie. En fait, les musées de Strasbourg, ils ont acquis des œuvres de manière différente. Il y a ce dont tu parles, les acquisitions vraiment sur le marché de l'art, où là, du fait que l'Alsace en fait avait été annexée au Troisième Reich après-guerre, Hans Haug, il a dû, c'est présenté comme ça notamment par Tessa Rosebrock, se battre pour conserver les collections, puisque comme l'Alsace était allemande, normalement les œuvres auraient dû être rendues en fait aux propriétaires précédents. Ce qui n'a pas été le cas, sauf dans le cas des œuvres qui avaient été acquises sur le territoire hollandais. Et c'est une affaire qui a duré une dizaine d'années. Et une partie des collections sont retournées du coup en Hollande et les autres sont restées en Alsace. Donc la particularité aussi, c'est que toutes ces œuvres, en fait, elles avaient été, du fait des bombardements, en fait, envoyées dans des dépôts en Allemagne. Et ensuite, elles se sont retrouvées dans les collecting points, puis rapatriées après que Hans Haug ait beaucoup négocié, notamment en défendant le fait que ces œuvres aient été acquises sur les fonds alsaciens et pas les fonds allemands. Elles ont été rapatriées dans les musées de Strasbourg, ce qui a mis beaucoup de temps, du fait aussi que le Palais Rohan a été détruit en partie en 1944. Après-guerre, il y a eu quand même beaucoup de travaux. Il y a eu le rapatriement des collections, l'identification de ces séquestres, le fait que certaines œuvres ont été détruites également dans le Palais Rohan. Et donc, ce qui peut aussi expliquer pourquoi certaines œuvres n'ont pas été identifiées à l'époque pour les séquestres. Pour la question des restitutions des séquestres, je ne sais pas exactement sous quelle juridiction ça a été mis en place par Hans Haug. Il y a vraiment... les collectionneurs semblent avoir remercié finalement la politique de Kurt Martin d'avoir acheté dans les séquestres, puisqu'ils ont donné en fait certaines œuvres à la suite des restitutions. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question. Et moi, je vais juste compléter par rapport à ce que vient de dire Constance. En effet, on utilise finalement la connaissance, l'expérience
d'Antshog, puisque Charles-Maurice Chaud-Beaupré, c'est dans le fameux dossier Vécu 2 dans les archives de mon établissement, une lettre une réponse à une demande de Charles-Maurice Chaud-Beaupré disant voilà, il ne faut rien oublier finalement dans le patrimoine Rothschild. Voilà, si ça t'intéresse, je pourrais te la communiquer. Je pense que je l'avais diffusée dans le cadre de la conférence de 2023 et je pense que j'en ai aussi retranscrit des extraits dans l'article dans la revue d'histoire de la Shoah. Mais en effet, Antshog était grand connaisseur aussi des collections Rothschild avec son épouse. Il y avait une autre question ? Par rapport à ce que vous disiez, je pense on ne peut pas souligner assez le fait que, évidemment, il y a une distinction entre les différentes branches de la famille Rothschild et ses conservateurs de musées, mais il y a quand même une homogénéité sociale, intellectuelle qui est très forte. On le voit par exemple il y a un bon exemple qui à la fois le touche de près et puis est un petit peu en retrait. Dans les archives, par exemple, de Moïse de Camondo, rue de Monceau, vous avez souvent les plans de table. Il y avait régulièrement des déjeuners, le déjeuner des arts décoratifs, le déjeuner des musées nationaux, etc. Tous ces gens sont mélangés autour de la table. Et ce qui est frappant dans la photographie que vous montrez, c'est que tous ces gens, pour beaucoup, connaissent les collections dont ils sont en train de faire l'inventaire, parce qu'ils les ont vues in situ, parce que souvent c'est une sociabilité très généreuse. Beaucoup de ces collectionneurs, alors je ne sais pas s'ils sont très érudits, mais ils sont, je pense par exemple au David Weil, dont un des membres est d'ailleurs conservateur. Voilà, c'est des gens qui sont très cultivés et qui sont très généreux. En général, sont déjà des donateurs des musées français. Donc il y a des liens importants. Et c'est ça qui est toujours très troublant. C'est-à-dire que vous disiez, madame, où est passé tout ce savoir ? Je pense que, c'est notre métier. Hein. Vous savez, je peux vous décrire plein d'appartements et de maisons à Paris, assez par le détail, de l'entrée à la salle à manger. Et voilà. Et c'est un peu le boulot de se souvenir de qui a quoi et c'est où. Et donc, c'est ça qui est très perturbant aussi. Oui, bonjour, Barbara Gatineau des musées de Strasbourg. Je vais apporter la précision. Alors, je vais utiliser des termes allemands, j'en suis navrée, mais c'est le contexte qui le veut. Donc, en fait, les séquestres ont été... Enfin, une partie des séquestres... disons que les séquestres ont servi à alimenter le budget du Gau, la Zivilverwaltung, donc la vente des entreprises, des biens, des immeubles, ont alimenté ce budget. Dans les séquestres, on a prélevé des biens culturels, je vais le dire de manière globale, bien prélevés par la Generaldirektion der Oberrheinischen Museum qui est dirigée Kurt Martin. Cette dernière a acheté les biens culturels, donc elle a acheté avec l'argent de la Zivilverwaltung, donc l'argent qui venait des séquestres alsaciens, pour les musées. Après-guerre, Antshog revient, il est désigné comme liquidateur de la Generaldirektion der Oberrheinischen Museum, donc il va être désigné pour restituer les biens culturels. On le sait parce qu'on a retrouvé... Moi je ne savais pas le process, hein. On n'a aucune trace dans les archives des musées de comment on a restitué les séquestres. Simplement, dans les dossiers de l'OBIP, on a quelques courriers où les demandeurs cherchent leurs biens culturels et le service de l'OBIP leur dit « Allez contacter Antshog au musée de Strasbourg ». Donc c'est par ce biais qu'ils reviennent vers les musées de Strasbourg. Et les séquestres étaient en fait stockés en partie au Palais Rohan et dans des dépôts autour de Strasbourg, dont le Mont Saint-Odile par exemple. On les a dans les listes, on sait très bien où c'était. Donc Antshog va restituer les biens. Dans les divers textes, on dit qu'il y avait 15 000 biens de séquestre au musée. Franchement, je ne sais pas où il les aurait mis, hein. Moi, j'ai des doutes, puisque j'ai retrouvé dans les listes de Karlsruhe, puisque les archives de cette institution allemande sont à Karlsruhe, il parle de 5000 objets avec un montant. Donc on sait à peu près, et je pense qu'on est plus proche de la réalité. Je suis en train de faire le dépouillement, de faire des transcriptions, puisqu'on continue pour la deuxième mission. Et vraisemblablement, les 50 objets qu'on a repérés, ce sont des reliquats qui n'avaient pas été retrouvés par Haug en 47-48, parce que la restitution va se faire très rapidement, je trouve, entre 47 et 49. Après, on n'en parle plus.
Et effectivement, comme Hawke décède brutalement en 1965 dans un accident de voiture, ses successeurs ont l'impression qu'ils perdent la mémoire de ces objets qui devaient être dans des réserves. Et ils ne ressortent des réserves qu'en 1974 avec la création du musée d'art moderne. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à leur mettre des numéros d'inventaire rétroactifs. Et la mémoire a été perdue sur ces objets de séquestre qui devaient être quand même isolés, à un endroit spécifique, mais la mémoire s'est perdue. Et je n'ai aucune trace de liste de reliquats de séquestre où il y a un silence absolu. Et c'est au cours de cette première mission et de la deuxième mission-là qu'on les a remis au jour. Et malheureusement, ces reliquats, ce seraient des reliquats de séquestre qui n'ont pas retrouvé propriétaire. Ils n'ont pas de nom de propriétaire, à l'exception de peut-être de 2 ou 3. Mais les autres, donc on pense que les personnes sont parties, les ayants droit n'avaient pas souvenir ou n'ont pas eu connaissance de ces œuvres. Voilà. Merci pour ce complément d'information. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, ça nous emmènerait trop loin, monsieur. C'est passionnant, mais ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Je laisse la parole à Viviane Mesqui. J'ai préempté la parole, sans mauvais jeu de mots. Je voulais réfléchir avec vous en fait, à voix haute, cher Olivier et cher Claire, sur cette notion d'inscrire à l'inventaire. Effectivement, pour le cas des préemptions du musée du Louvre, notamment à Montauban, dont tu nous as parlé tout à l'heure, on a des actes de cession, notamment, j'ai bien en tête celui de Robert, de Maurice, de Rothschild. Effectivement, pas d'inventaire, donc ça c'est très important. Claire, toi tu as beaucoup travaillé sur le cas du château de Versailles. Tu m'avais aussi, quand j'ai fait les recherches sur le cas de Sèvres, où là pour le coup c'est clairement inscrit à l'inventaire au lendemain de l'acquisition, donc là c'est très concret comme acquisition et jusqu'à aujourd'hui. Finalement, n'y a-t-il pas, avez-vous des réflexions, Claire, je sais que tu as beaucoup travaillé sur Versailles, des attitudes différentes personnelles, je ne sais pas, mais en tout cas, entre zone libre et zone occupée, cela n'a-t-il pas induit du fait des inscriptions, des non-inscriptions à l'inventaire ? Voilà, je pense qu'il faut encore travailler, mais effectivement, entre des attitudes différentes, des instructions parfois aussi pas très claires de la part du ministère de la Culture de l'époque, en quelque sorte. Claire, tu as beaucoup travaillé sur le sujet, en tout cas. Mais... Alors, je ne sais pas si Olivier Gabet, vous souhaitez répondre à cela, oui. En tout cas, pour Versailles, il n'y a pas eu de différence sur l'inscription aux inventaires, que ce soit des œuvres préemptées en zone libre ou en zone occupée. Donc, je ne vois pas vraiment de différence. En revanche, sur la question, voilà, finalement, Olivier Gabet en a beaucoup parlé aussi, sur les personnalités. Et c'est vrai que, voilà, en tout cas, l'objectif, on peut aussi le rappeler, c'était pas pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit. En tous les cas, on voit bien des attitudes. Pour Maurice Beaupré, en tout cas, je perçois une certaine gêne. Et j'avoue, quand je le vois pas regarder l'objectif, alors après, voilà, c'est pas pour prendre sa défense, hein, je fais pas partie de sa famille, même si j'ai beaucoup d'admiration pour le personnage. Quoi qu'il en soit, voilà, il est évident que ils se connaissaient tous. Donc évidemment, ça n'allait pas forcément de soi, même si voilà, le contexte a joué beaucoup. Mais en tous les cas, sur les inscriptions, moi, ce qui m'a beaucoup questionné à Versailles, c'est le fait que les œuvres elles aient priori inscrites en août 1944. En août 1944, au fond, l'affaire est pliée. Est-ce qu'on les a inscrites ? Alors, j'ai pas en plus. Alors de mémoire, je ne voudrais pas dire, il me semble que c'est inscrite à la demande de Jacques Jaujard. Donc il y a eu un coup de fil, j'imagine, à Montréchaud-Beaupré, disant. Alors, faut dire, on est beaucoup d'Allemands à Versailles, donc est-ce qu'on s'est dit c'était quand même mieux ? Mais sachant que les œuvres, pour beaucoup, étaient restées à Montauban. Quel intérêt ? J'avoue que voilà, mes questionnements restent entiers là-dessus. Est-ce que c'était une façon, au fond, de dire elles sont sur nos inventaires ? Je veux dire, on n'imaginait sans doute pas la loi du 21 avril 1945. Elles sont sur nos inventaires. Il y a des chances qu'elles y restent. Je peux pas préjuger. Je suis pas dans la tête de Montréchaud-Beaupré ni de qui que ce soit. En tous les cas, à la lumière des archives, c'est très compliqué de se faire une idée. Vraiment.
Alors du coup, je regarderai peut-être pour l'année 1944, parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous, ils les apparaissent pas du tout en 40, mais je crois pas que ça soit le cas non plus, a posteriori. Alors moi, je pense que ça tient aussi peut-être à une forme quand même de désorganisation et au fait que nous n'avons plus à ce moment-là une bienveillante tutelle qui nous met sous la même ombrelle. Je veux dire, parce qu'il y a, pardon, mais tout ça est quand même légèrement désorganisé. On parlait du téléphone, mais enfin, bon, il faut quand même se mettre un tout petit peu 2 minutes, se projeter dans le moment. C'est quand même pas d'une limpidité, d'une efficacité administrative totale. Je pense quand même que pour les objets d'art, il y a la disparition de Karl Dreyfus qui tenait ça de main de maître depuis 7 ans et qui était quelqu'un, voilà. Donc est-ce que aussi dans la suite de tout ça, un petit peu de bazar. Fontaine restera pas très longtemps, hein. Il part, je crois, en 44, il quitte la direction du département en 44, donc c'était vraiment... Oui, ça c'est les histoires d'ici. C'est plus les miennes en quelque sorte. Et il y a une autre question que ça soulève, Viviane, c'est on parle des œuvres, on parle des collections. Il y a, je trouve, l'histoire matérielle des documents et des éléments qui sont les éléments de travail. Par tradition, dans le bureau du directeur du département des objets d'art, donc ça devait être le cas à l'époque du conseil, il y a un meuble en acajou, très simple, dans lequel il y a des inventaires, des machins, des trucs, et puis les petits carnets de Marquet de Vasselot, et puis des petits carnets de Gaston Migeon, et puis voilà, etc. Ça, c'était où? Parce qu'il y a aussi des choses liées au legs Isaac de Camondo, etc. C'est toujours là, tout le monde le sait, donc on vient dans mon bureau les chercher, etc. J'aimerais bien savoir où était cette armoire pendant la guerre, parce que c'est aussi ça, cette histoire matérielle des instruments de travail administratifs qui sont les nôtres aujourd'hui, mais qui existaient déjà à l'époque, puisqu'on a une sorte de continuité historique. Ça, c'est aussi un élément dans ce grand bazar, pardon, mais peut-être tout n'est pas totalement orthogonal. Alors, juste rapidement, donc dans les correspondances avec les Allemands de la France, enfin du ministère, de la représentation de Vichy avec le Reich, il y a vraiment une volonté d'inscrire le plus rapidement possible, une fois la préemption faite, parce qu'à partir du moment où c'est inscrit, ça ne peut plus être saisi par les nazis, en fait, parce que ça devient patrimoine national. Et alors, sur la désorganisation administrative et l'absence de politique d'acquisition des musées pendant la période, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense qu'en fait, on est biaisé un peu autour, pas que de cette table, mais dans cette salle, parce qu'on regarde uniquement les archives des musées nationaux et pas les archives de l'administration des domaines et aussi du mobilier national en partie, qui gèrent au contraire tout ça d'une main de maître, qui suit quasiment au jour le jour quels objets sont saisis, à qui, quand, où, comment, et du coup quel conservateur peut y avoir accès pour faire un inventaire et pour choisir ce qu'il faut prendre, enfin ce que les musées peuvent préempter, avec des budgets et des rapports qui sont envoyés au maréchal Pétain quasiment de façon hyper régulière pendant 4 ans. Et la politique des musées, même s'ils sont, ils sont en déplacement, la politique d'acquisition au-delà des séquestres, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a toutes les acquisitions sur le marché de l'art à Drouot, par exemple, et dans d'autres villes de France. Tout le monde, tous les gens ici, mais sans vouloir rentrer dans le débat, a entendu parler de l'affaire d'Orville, où quand même les musées ont acquis un certain nombre d'objets. Et donc, toutes ces acquisitions entre 40 et 45, et 44, elles participent et aussi d'acquisitions lors de ventes d'arianisation. Et une des questions qu'on pourrait ouvrir, c'est à quel point aussi l'arianisation est une forme de séquestre par le CGQJ. Et donc, tout ça, même en étant à Montauban, il y a quand même une administration qui fonctionne et qui ne veut pas dire que le conservateur, un tel ou un autre, a une intention et est d'accord personnellement, mais le musée en tant qu'institution nationale a une politique d'acquisition par le biais de ses agents, comme aujourd'hui en fait. Est-ce le mot de la fin? Vous n'avez plus rien à dire. Je pense qu'on va devoir effectivement... je ne sais pas si on a le temps pour une pause. Oui, non, c'est difficile.
Ouais. On est trop ric-rac, peut-être on peut... 10 minutes de pause? Ok. Non, pardon. Ok. D'accord. Merci. Une courte pause de 5-10 minutes grand max.